Le combat pour les droits des femmes est un combat universel. Parce que partout, au Sénégal comme ailleurs, en Afrique, comme dans le monde, on a suivi des trajectoires, on a suivi le cheminement des groupes de femmes qui ont combattu pour la reconnaissance des droits des femmes. C'est donc universel. Et les différents instruments internationaux, la CEDEF est là, mais également le protocole de Maputo, beaucoup de conventions, qu'elles soient internationales, régionales ou bien alors des lois nationales ont été prises pour aider à l'émancipation de la femme. Ce n'est pas donc quelque chose d'extraordinaire, c'est un combat pour une justice sociale. Également, c'est un combat pour que la communauté puisse bénéficier des capacités des hommes et des femmes dans le développement de nos différents pays. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, je pense, de participer et de contribuer parce qu'on a été à l'école, parce qu'on a une expérience, on a vu d'autres choses, d'autres situations se dérouler dans d'autres pays, dans d'autres conditions. Et je ne suis pas seule dans ce cas-là. Beaucoup de femmes émérites ont eu à jeter les premiers jalons de ce combat pour l'émancipation de la femme avec les outils qu'elles avaient. Et c'était pas facile non plus quand je pense à Madame Caroline Faye Diop, qui a été la première femme, non seulement à militer dans un parti politique, à côté du président Senghor, donc qui a créé les premières bribes, les premières initiations de la présence de la femme, de la reconnaissance de la femme comme acteur d'un parti et comme acteur de développement également. Eh bien, elle l'a fait avec toute la force et toute la conviction qu'on lui connaît, mais elle l'a fait également avec beaucoup de difficultés, beaucoup de heurts, non seulement pour le respect de la femme elle-même, mais pour la reconnaissance de la capacité de la femme. Et ça a été un combat épique qu'elle a eu à mener. Elle a été remplacée au bout d'une bonne vingtaine d'années par Madame Maïmouna Kane, que je cite également dans la plupart de mes écrits, parce que c'est à cette dame qui était magistrate et qui était donc juriste, c'est à elle qu'on doit toute la théorie de l'intégration de la femme dans le développement. Son magistère avait coïncidé avec l'époque où les grandes conférences, Copenhague en 75, Nairobi en 85, Dakar ici, et pour préparer Pékin, eh bien, se sont tenues et elle a joué un rôle fondamental dans l'élucidation de l'idée de la femme africaine et de la femme sénégalaise dans le combat politique pour le développement de nos différents pays. Il faut dire que la parité n'est pas l'égalité. Il faut qu'on soit d'abord d'accord là-dessus et qu'on le sache. Bien que c'était un moindre mal. Moi, je pense que c'est un bon aboutissement. Et avant la parité, on a eu la politique des quotas, vous savez, pour rendre plus douce la pente. Et c'est vrai que de mon temps, on a beaucoup travaillé sur les quotas. Et on avait réussi à avoir 25% de présence des femmes dans les partis politiques, en commençant par le Parti socialiste lui-même. Ça, c'était un grand gain. Mais à la conférence africaine préparatoire de Pékin, ici à Dakar, le président Diouf, dans son discours, disait « mais il faut encore plus d'audace. Vous êtes dans des structures qui appliquent les quotas, maintenant, plus ou moins, mais l'idéal aurait été que vous alliez vers la parité. Et rien ne vous empêche de le demander, rien ne vous empêche de travailler pour. Mais vous voyez, entre 1994 et 2010, le chemin a été long, très très long pour toutes celles qui y ont travaillé. Une énorme mobilisation. Mais on a eu aussi la chance d'avoir une très grande mobilisation des femmes, une conscience certainement claire des enjeux de la promotion de la femme. Elles ont été plus audacieuses que nous-mêmes et elles ont demandé carrément
la parité. Elles ont eu demi-gain. Parce que, en réalité, la loi sur la parité qui nous concerne ne s'adresse qu'aux structures électives et semi-électives. Et c'était un demi-pas, mais c'était important pour nous. Parce que c'était mieux que le quota, hein, et c'est mieux que rien. Donc, il faut dire bravo à toutes ces femmes qui sont mobilisées, qui ont battu le macadam, qui ont été à toutes les réunions pour faire entendre leur voix et pour dire qu'il était temps que nous soyons à parité dans les différentes instances de décision. Elles l'ont eu juste pour les fonctions, je vous dis encore, électives et semi-électives, et encore, la bataille n'était pas terminée. Et elle ne l'est toujours pas. Elle ne l'est pas terminée du tout. Parce qu'il y a des fonctions électives et semi-électives dans lesquelles la loi sur la parité n'est pas appliquée. Et ça, moi, je dois dire que c'est la responsabilité de nos gouvernants. C'est la responsabilité de notre administration. Parce que quand une loi existe, qu'elle est votée et promulguée, je ne vois pas pourquoi on ne l'applique pas in extenso et dans le fond et dans la lettre, dans tout ce que l'on fait en matière d'élection ou de décision semi-élective. Je mets un bémol là-dessus sur le succès de la mise en œuvre de la loi sur la parité. Elle n'est pas appliquée normalement ni par l'État, ni par les représentants de l'État dans nos communautés, que ce soit les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. C'est à eux de veiller à ce que la loi soit appliquée dans sa lettre et dans son fond, partout dans les structures. Or, nous avons vu qu'il y a eu des bureaux, il y a eu même des bureaux communaux. Donc, et nous avons eu, l'AGS a eu un souci, et nous toutes d'ailleurs derrière l'AGS, parce que le ministre de la Femme, l'ancien ministre de la Femme, qui était maire également, n'a pas voulu appliquer la loi sur la parité dans son bureau municipal. C'était une aberration. Et bien entendu, les femmes juristes se sont battues et elles ont eu gain de cause. Mais ça n'a pas empêché à la mairesse de garder son bureau, même si elle était condamnée, de garder son bureau non paritaire, je pense, jusqu'à présent. Donc, c'est des problèmes que nous avons, c'est des problèmes de culture que nous avons, c'est des problèmes de mentalité, des problèmes d'éducation également. Un leadership, on ne l'exerce pas en créant des failles pareilles. Ce n'est pas normal. Et pourquoi je vous dis que la parité n'est pas l'égalité ? Aussi, quand on fait les listes paritaires, les listes qu'on dépose pour les élections, quelles qu'elles soient, on commence toujours par un homme. Hein, et on finit par un homme. Enfin, à la fin, comme ils disent, at the end of the day, vous ne pensez surtout pas avoir 50%, 50%. C'est pas possible. Dans aucune direction générale, vous ne voyez une répartition paritaire des charges. Dans aucun organe de l'État, vous ne voyez une répartition paritaire des charges. Et en chemin faisant, depuis 1960, les femmes ont progressé dans les milieux académiques, dans les milieux de formation. Elles sortent excellentes pour la plupart. Celles qui ont réussi à s'échapper de la charge familiale et de la culture et des pesanteurs socio-économiques, elles sont brillantes. Et elles sont la plupart du temps les premières dans les structures où elles sont. Je ne comprends pas. Même dans l'administration centrale, il y a des femmes qui commencent seulement à être gouverneurs. On vient d'en enregistrer. Il y en a beaucoup qui sont préfets et qui sont sous-préfets, mais ça ne date pas de longtemps, ça ne date pas de 20 ans. Eh bien, il faut qu'on y arrive. À l'époque, je me souviens, un ministre m'avait dit, suite à une revendication que je faisais en réunion, mais comment pouvez-vous penser qu'une femme peut diriger une délégation qui va dans les champs religieux, par exemple? C'est aussi terre à terre que ça. Être reçu par un marabout et représenter l'État et être à la tête d'une délégation parce qu'elle est gouverneur ou elle est ministre de l'Intérieur.
et le fait que cette personne-là se pose cette question et ose la poser en public était révélateur du type de mentalité que nous avions à l'époque. Donc, c'est un combat qu'on n'a pas encore gagné, parce qu'il faut que dans le public, comme dans le privé également, que nous ayons cette notion de parité dans les instances de décision. Et il n'y a que l'économie qui gagnera, il n'y a que le pays qui gagnera, il n'y a que la société qui gagnera en fin de compte. Nous allons faire des élections en 2022. Eh bien, tout le monde se prépare, y compris notre organisation. Nous allons accompagner les candidats aux élections législatives et territoriales selon le profil qu'elles ont et selon les enjeux et également leurs objectifs. Parce qu'il y en a qui veulent soit être maire, soit être député, soit être président de collectivité territoriale. Les enseignements sont différents, bien entendu, mais il y a des bases qui sont communes. Nous allons donc faire une sélection de quelques candidats et nous allons les former, non seulement au cycle électoral, mais également à l'argumentaire électoral et à leurs droits politiques, civils et politiques. J'ai beaucoup espoir en l'AGS et aux femmes jeunes qui sont là, qui sont membres. Parce qu'il faut avoir le courage, avoir d'abord le courage, ensuite la capacité, hein, et être absolument volontariste pour rouvrir les textes. Il faut les rouvrir et les construire, et construire de nouveau à la faveur d'une analyse, soit comparative, soit d'une autre manière, pour arriver à faire répondre au corps du texte les attentes actuelles de la société féminine sénégalaise. Et ça, elle ne peut pas le faire non plus seule, parce qu'il s'agit de toute la communauté, des intérêts de toute la communauté. Donc, c'est un travail de refonte, c'est un travail de réforme à faire des textes qui gouvernent ces différentes situations. Et on pourrait le faire si le ministère de la Femme, en particulier, accompagné de la société civile qui travaille dans ce domaine-là, voulait bien impulser quelque chose, que le chef de l'État les écoute également, mais que le ministère de la Femme soit absolument impliqué dans cela pour être la locomotive de cette bataille-là. Parce que cela devra aboutir à de nouvelles lois, ça devra aboutir à de nouveaux textes ou de conventions, et il faudra aussi convaincre la communauté à adhérer. La communauté sénégalaise a adhéré à ces nouvelles réformes. Regardez au plan économique ce que la femme peut apporter comme valeur ajoutée dans tout ce qu'on est en train de faire. Si je prends juste le Sénégal, la question de l'agriculture. De mon temps, on avait travaillé sur ce qu'on a appelé le projet Grande, qui faisait intervenir les femmes dans 3 régions différentes du Sénégal: la région sud, Casamance, la région centrale avec Diourbel, la région du nord avec Saint-Louis. Où, à la faveur des nouvelles politiques que nous mettions en œuvre, on se demandait quelle était l'added value de la force de travail de la femme, mais également de sa présence dans certaines instances en agriculture. Et ça a été fabuleux comme travail et comme résultat, parce que cela nous a montré aussi les différences de comportement entre la femme vivant dans le sud, en Casamance, au milieu de son champ et de sa case, comment elle utilisait les résultats de sa production pour faire fructifier le produit familial, le produit communautaire, jusqu'au niveau national. Celle qui est au niveau central, qui a aussi une autre végétation, un autre climat,
Et peut-être une autre manière de voir, c'est Diourbel, c'est les communautés religieuses, c'est la part de la femme dans ces communautés. Comment, malgré tout ça, elle arrivait à impulser, à augmenter les taux de production, la qualité de la production, et qu'est-ce qu'elle faisait des résultats de cette vente-là, la part qui était dévolue à son mari, qui est différente de celle qu'on a étudiée au sud et au nord également. Voilà ce qu'on a eu à étudier à l'époque pour démontrer que la femme a définitivement une part absolument importante dans non seulement la quantité de la production, mais la qualité de la production et en définitive dans le produit intérieur brut du Sénégal. Impliquer la femme dans les questions d'éducation également, ce que ça apporte comme valeur ajoutée. Je ne vous apprends rien, c'est tellement évident que dans les syndicats, par exemple, d'enseignants, le rôle que les femmes ont joué. On a encore en mémoire les interventions de l'ancienne ministre des émigrés qui était avec nous, ou bien alors Matassi Diallo, ou bien alors d'autres dames qui ont été absolument fabuleuses dans le monde syndical. Et syndicat de l'éducation, il y a Madame Wade qui est là et qui est très très vocale. Il y a aussi d'autres qui sont au niveau du ministère de l'Éducation nationale et qui sont absolument compétentes et pédagogues dans leur manière de démontrer l'importance de leur présence dans ce ministère de l'Éducation nationale. C'est parce qu'elles sont nombreuses dans ces endroits et dans les syndicats, dans les conseils d'administration, même si elles ne sont pas pareilles. Cette présence démontre aussi l'effectivité de la démocratie, parce que ce sont des forces vives aussi sur lesquelles on s'appuie pour exécuter un certain nombre de réformes dans le développement et dans le développement à la base.